Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont vous me parlez souvent, sur lequel vous avez souvent beaucoup de questions, parce que j'en parle moi aussi beaucoup sur mes réseaux sociaux. On va parler de mon parcours de santé, du diagnostic de mes maladies, etc., comment ça s'est fait, et surtout comment on vit l'annonce d'une maladie quand on est jeune et quand on est moins jeune, parce que c'est deux sujets que je voulais aborder, donc mon parcours de santé et vivre l'annonce des maladies, et je pense que ce serait intéressant de faire tout en un. Alors j'ai pas mes notes sur moi, j'ai pas mon dossier médical sur moi, donc je vais peut-être pas être très précise dans les dates, mais je pense que vous me pardonnerez si je confonds avril 2016 et mars 2016. Alors déjà pour commencer, quand j'étais toute jeune, j'avais pas mal de douleurs, j'avais une très grosse cambrure et la première fois qu'on m'a diagnostiqué quelque chose, j'étais toute petite et c'était une lordose, une hyperlordose. Tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, le seul truc que ça fait, c'est que j'ai plus de mal à muscler mes lombaires et que parfois je peux avoir très très mal au bas du dos parce que je suis trop cambrée. Mais franchement, ça s'arrête là. Après, faut pas oublier que pendant un temps, à cause de ça, j'ai dû faire de la kiné, j'ai dû porter des semelles parce qu'en gros, j'avais une jambe plus courte que l'autre et vu que j'avais une jambe plus courte que l'autre, j'avais le bassin qui était de travers et vu que le bassin était de travers, le dos compensait. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme explication. J'ai fait de la kiné, j'ai porté des semelles et tout, c'était trop cool, c'est faux, j'aimais pas du tout mes semelles, j'avais l'impression d'avoir le Mont Blanc sous le pied à chaque fois, parce que j'avais les pieds trop plats ou je sais pas quoi. J'ai porté mes semelles pendant un temps et après je les ai plus portées, l'écart entre mes deux jambes s'est un peu arrangé, et voilà, ça c'est tout. C'est la première fois qu'on m'a diagnostiqué un truc entre guillemets, mais j'étais vraiment gamine, j'avais quoi, j'avais 10 ans, 11 ans. Ensuite, le premier vrai diagnostic qu'on m'a posé, c'est celui du facteur 5 Leiden. Je vais aller vous chercher la définition tout de suite. Bon, alors, je vous fais la définition grâce à ChatGPT. Le facteur 5 Leiden est une mutation génétique du facteur 5, une protéine essentielle à la coagulation sanguine. Cette mutation augmente le risque de développer des caillots sanguins anormaux, entre parenthèses thrombose, dans les veines, car elle rend la protéine résistante à l'inactivation par une autre protéine, la protéine C activée. Le terme Leiden fait référence à la ville néerlandaise où cette mutation a été découverte. Donc c'est pas une maladie, c'est une mutation d'un facteur de coagulation et c'est héréditaire. Ça a coupé pendant que je parlais, c'est héréditaire. Donc on a commencé à suspecter le facteur 5 Leiden le jour où mon père a fait une embolie pulmonaire suite à une thrombose. C'est là qu'ils lui ont diagnostiqué le facteur 5 Leiden, que ça a diagnostiqué mon oncle, mon grand-père. Par la suite, ma grande sœur s'est fait diagnostiquer quand elle a voulu prendre la pilule, parce que à cause de ça, je sais plus si c'est l'oestrogène ou la progestérone, mais on pouvait pas prendre n'importe quelle contraception. Voilà, c'est l'œstrogène qu'on peut pas prendre, du coup il fallait qu'on prenne des contraceptions à base de progestérone, donc des pilules microdosées. Bref, donc ma sœur a fait une prise de sang avant de prendre la pilule, chose qui, je le rappelle, devrait être obligatoire. Si jamais votre médecin traitant, votre sage-femme ou votre gynéco vous prescrit une contraception hormonale, n'oubliez pas de demander une prise de sang à faire avant. Et si vous avez déjà une contraception hormonale, n'hésitez pas à faire une prise de sang pour contrôler que vous pouvez prendre cette contraception. Mais nous, vu qu'il y avait le risque, mais c'est même pas vrai parce que ma sœur prenait déjà une contraception, je crois à l'époque. J'en sais, franchement, je sais plus, j'étais gamine, mais elle a pris pendant un temps une contraception à l'œstrogène et après, du coup, elle est passée sur la progestérone. Et du coup, moi, c'est quand j'ai demandé à prendre la pilule en 2014, 2015, quelque chose comme ça, qu'on a fait la prise de sang et qu'on m'a diagnostiqué le facteur 5 Leiden. Je sais plus si c'est hétérozygote ou homozygote, il y a deux types différents, je ne m'en souviens plus. Mais le fait est que du coup, après ça, j'ai juste pris une contraception hormonale qui allait avec. J'ai pas de traitement pour ça parce que j'ai jamais fait de thrombose, j'ai jamais fait d'embolie pulmonaire, j'ai jamais eu de caillot. Mais si je venais à en avoir, je pourrais avoir des anticoagulants. Si je tombais enceinte, je pourrais avoir des anticoagulants. Normalement, si je prends l'avion trop longtemps, il faudrait que je porte des bas de contention, etc. Mais en gros, les médecins nous disent juste, tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était en 2015. Bah franchement, un peu rien à foutre, hein. Je me souviens pas d'avoir été particulièrement perturbée par l'annonce de ce trouble. Genre, je m'en foutais un peu, je savais que ça engageait pas grand chose. Alors, je savais qu'il y avait des risques quand même, notamment après quand t'es enceinte, ça augmente le risque de fausse couche, etc. Donc, ça me faisait déjà chier à l'époque. Et puis, évidemment, plane au-dessus de ta tête le risque de faire une thrombose. Mais du coup, mon père m'a toujours appris comment détecter si je faisais une phlébite ou autre. Donc, ça m'inquiète pas tant que ça et ça m'a jamais trop inquiété. Yes, je viens de demander à ChatGPT le nombre de risques de fausse couche. Enfin, tu sais, je voulais juste vous donner un chiffre. J'aurais pas dû. Le facteur 5 Leiden est associé à un risque accru de complications pendant la grossesse, notamment un risque plus élevé de fausse couche. Les études suggèrent que les femmes porteuses de cette mutation ont un risque plus élevé de fausse couche, en particulier au deuxième et troisième trimestre, ainsi que d'autres complications comme la prééclampsie, le retard de croissance fœtale et la thrombose placentaire. Yes.
Et en gros, ce serait parce qu'il y a des risques de formation de micro-caillots dans les vaisseaux sanguins du placenta, ce qui peut affecter l'apport en oxygène et en nutriments au fœtus. Ah bah voilà, c'est ce que je disais avant, toutes les femmes porteuses de cette mutation ne rencontrent pas de complications, le risque de fausse couche peut être diminué avec des traitements préventifs tels que des anticoagulants. Perfect. Donc là, c'est en 2015. Ensuite, on arrive en 2016. Et là, ça va se passer un peu différemment parce que je prends du poids. Alors, il y a la pilule, bien sûr, mais je prends quand même pas mal de poids. Et un jour, je dis à ma mère que je veux aller voir une nutritionniste. Et ma mère, dans un élan de génie, va me dire, avant d'aller voir une nutritionniste, on va aller chez le médecin. Ou alors on allait chez le médecin pour autre chose, je sais plus. Mais bref, le fait est que ma mère en a parlé au médecin et qu'elle a demandé au médecin le nom d'un nutritionniste. Ce à quoi la médecin a répondu qu'il faudrait peut-être aller voir un endocrinologue avant pour vérifier que tout va bien avant d'aller voir un nutritionniste et que peut-être c'est pas juste l'alimentation. Donc elle m'envoie chez un endocrinologue, je fais les prises de sang, etc. Pareil, je crois que j'avais fait une analyse d'urine 24 heures, une prise de... Enfin, c'est plein de trucs. Prise de sang, contrôle des anticorps antinucléaires, TSH, T3, T4, cortisol, patati patata. Et on découvre donc au résultat des prises de sang et à mon deuxième rendez-vous avec l'endocrinologue que j'ai la thyroïdite d'Hashimoto. La thyroïdite d'Hashimoto, c'est une maladie auto-immune qui m'a beaucoup affectée et qui m'affecte encore beaucoup aujourd'hui, même si j'ai bien plus appris à vivre avec. Je pense que ça a été un des diagnostics les plus durs à entendre pour moi, déjà parce que j'avais que 16 ans. Faut savoir aussi que cet endocrinologue-là, je le porte pas dans mon cœur, c'était vraiment pas un amour, donc ça a pas aidé. Bon, toujours avec ChatGPT, hein, il est 17h52, j'ai pas envie de m'embêter, excusez-moi pour ce contenu de piètre qualité. La thyroïdite d'Hashimoto ou maladie de Hashimoto est une maladie auto-immune qui affecte la glande thyroïde. Dans cette condition, le système immunitaire attaque la thyroïde, une petite glande en forme de papillon située à la base du cou. Ce qui entraîne une inflammation chronique et à terme une hypothyroïdie, insuffisance de la production d'hormones thyroïdiennes. Allez, je vous lis tout, on n'est plus à ça près, on fait une encyclopédie. Caractéristique de la maladie de Hashimoto, hypothyroïdie, la thyroïde ne produit plus suffisamment d'hormones, ce qui affecte plusieurs fonctions corporelles telles que le métabolisme. Et donc c'est ça. En fait, une maladie auto-immune, c'est le fait que le corps va attaquer une partie du corps. C'est les anticorps qui se retournent contre le corps. Yeah, Slay, tu te détestes tellement ma belle. Oh ça va, je parle de ça, j'avais 16 ans. Voilà, et du coup la thyroïde ça gère beaucoup de choses parce que c'est hormonal et dès que c'est hormonal, c'est la merde. Symptômes, ceci inclut la fatigue, la prise de poids, la sensibilité au froid, la dépression, la peau sèche, la perte de cheveux et des troubles de la concentration. L'évolution est souvent progressive et les symptômes peuvent apparaître sur plusieurs années. Yes, merci ChatGPT. Cause, il s'agit d'une maladie auto-immune où le corps produit des anticorps contre la thyroïde, bien que les causes exactes ne soient pas entièrement connues, des facteurs génétiques et environnementaux jouent un rôle. Le diagnostic repose sur un dosage des hormones thyroïdiennes T3, T4 et de la TSH, Thyroid Stimulating Hormone, ainsi que sur la détection des anticorps antithyroïdiens, antithyroperoxydase ou anti-TPO. Le traitement principal est le remplacement des hormones thyroïdiennes par la prise quotidienne de lévothyroxine, une hormone de synthèse. Lévothyroxine, ça veut dire lévothyrox, Ticaps, il y en avait un autre, comment ça s'appelait ? Thyroxine, juste, je crois. Hashimoto est la principale cause d'hypothyroïdie dans le monde et touche plus souvent les femmes que les hommes, généralement entre 30 et 50 ans. Le diagnostic de la thyroïdite d'Hashimoto, ça a été la descente aux enfers pour moi avec les médecins. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'ai été diagnostiquée à 16 ans. J'ai pris du lévothyrox jusqu'à mes 18 ans et ensuite j'ai arrêté le traitement contre l'avis des médecins. Vraiment, j'ai demandé son avis à personne et j'ai arrêté mon traitement. Chose qu'il ne faut surtout pas faire. À cette époque, je continuais à prendre beaucoup de poids, j'étais extrêmement fatiguée, je commençais à avoir de plus en plus de douleurs, j'étais irritable, je perdais mes cheveux. Vraiment, je n'allais pas bien. Et vraiment, une ado qui est irritable, ça va pas bien. Voilà, donc crise d'ado plus, vraiment c'était horrible. Et j'ai été ballottée de médecin en médecin, j'en ai vu 11 je crois en tout à cette époque-là. 11 médecins traitants, endocrinologues, naturopathes, psy, ce que tu veux. Et ce qui était hyper dur à cette époque, ce qui ne m'arrive plus du tout aujourd'hui, vraiment plus aucun médecin depuis que je suis adulte ne m'a dit ça, mais quand j'étais jeune, on me disait constamment que c'était dans ma tête. On me disait votre TSH est bonne, c'était vrai, ma TSH était bonne avec le lévothyrox, mais pas ma T3 ni ma T4, mais personne ne prenait le temps de le vérifier. On me disait votre TSH est bonne, vous êtes jeune, vous mentez, c'est dans votre tête. Et j'ai entendu ça de la part de tous les médecins que j'ai vus, carrément, j'habitais à Metz à l'époque, j'ai été jusqu'à Dijon pour aller voir le médecin de ma grand-mère parce qu'elle m'avait dit qu'il était bien et tout. Pareil, c'est dans la tête, allez voir un psy, c'est dans la tête, allez voir un psy, c'est dans la tête, allez voir un psy. Horrible. C'était vraiment hyper dur et je pense que c'est des maladies qui sont déjà très dures, mais alors pendant la puberté, mon Dieu, quelle horreur.
parce que clairement aujourd'hui je souffre toujours de ma thyroïdite d'Hashimoto, mais j'ai un meilleur traitement, je suis mieux dosée, et surtout je suis plus en pleine puberté, donc ça va mieux. Je suis vachement apaisée par rapport à plein de trucs, j'ai encore des symptômes qui sont très contraignants, mais je les gère beaucoup mieux. Parce que j'ai plus et des symptômes contraignants à gérer et la puberté à gérer, parce que c'est pas facile. Et ça a été très difficile à cette époque parce que donc ouais, jusqu'à 2018, à chaque fois que je voyais un médecin, on me disait que c'était dans ma tête, alors que moi je savais que ce n'était pas dans ma tête. J'ai quand même essayé d'aller voir une psy à cette époque-là pour voir si, ok, c'est dans ma tête, ça ne l'était pas. Personne ne m'écoutait quand je disais que je supportais pas le traitement. En plus, c'était au moment de la grande crise contre le lévothyrox. Les gens commençaient à porter plainte contre le lévothyrox parce qu'ils avaient changé la molécule ou je sais pas quoi. Du coup, tous les médecins étaient persuadés que je me montais le crâne avec ça et que je voulais ne pas supporter le lévothyrox, alors que je ne le supportais juste pas, le lévothyrox. Enfin, j'ai quand même pris 30 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment hyper compliqué, surtout quand les médecins m'ont clairement dit... je me souviens de ma médecin traitant, je me souviens plus à l'époque quel moment, mais qui me dit ça va être de pire en pire, le traitement ne va pas cesser d'augmenter, on augmentera toujours le traitement, et ça va être de pire en pire. Sauf que moi j'avais 16 ans, 17 ans, j'étais au bout de ma vie, j'ai galéré ma race avec la fatigue, avec l'irritabilité, avec les pseudo-dépressions et tout, enfin, vraiment c'était un enfer, et on me disait ça va être de pire en pire. Et je crois que c'est un des diagnostics qui a été le plus difficile à accepter. Pas forcément le plus difficile, mais un des plus difficiles, parce que vraiment, c'était la première fois qu'on me disait ce sera ça toute ta vie et ça va être de pire en pire. Déjà, il y a eu le côté un peu toute ta vie, t'en guériras jamais, qui pour une gamine peut être un peu compliqué à entendre, tu vois. Moi c'était un peu mon plus gros problème à l'époque, c'était putain, j'ai une maladie qui partira jamais, qui a un nom barbare, et en plus ça ne partira jamais et ça ne va faire que s'aggraver. Donc forcément, c'est un peu compliqué d'être optimiste. Bref, le temps a passé et un jour, en 2018, je m'en souviens, mais comme si c'était hier, on devait être au mois de juillet, j'étais au resto parce que je bossais au resto à l'époque pendant la saison, et j'ai pété un plomb, j'ai dit j'arrête tout. J'ai arrêté la pilule et j'ai arrêté le lévothyrox le même jour, en plein milieu de ma plaquette, j'ai dit ciao, je veux plus en entendre parler. Et j'ai arrêté mes traitements, tout simplement. Arrêter la pilule, ça m'a fait pas mal de bien, arrêter le lévothyrox, ça m'a fait beaucoup de bien, et j'ai eu de la chance que ça se passe bien. C'est pas pour ça qu'il faut le faire. Vraiment, si vous avez un problème avec votre traitement, parlez-en à votre médecin. Essayez d'autres traitements, mais n'arrêtez pas sans en parler à un médecin, c'est pas bien. Mais le fait est que j'ai tenu comme ça un moment et tout allait bien. Entre-temps, je me suis fait diagnostiquer du syndrome du côlon irritable. Alors c'était un diagnostic très posé, très basique. Je suis juste allée chez mon médecin pour lui dire bonjour, j'ai la diarrhée, j'ai mal au ventre, quand je stresse, c'est une horreur, je me chie dessus. Il m'a ausculté, il m'a dit oh c'est le côlon irritable, je te mets sous antidépresseur. Boum, voilà, c'était plié. Il m'a juste dit ça à l'époque, il m'a pas expliqué grand chose, il m'a mis sous antidépresseur pour passer le bac. Chose que j'ai pris pour passer le bac, et le bac s'est très bien passé du coup. C'était pas des antidépresseurs, c'était un mélange, je sais plus du tout le nom du produit, mais c'était un mélange entre des antidépresseurs et un antispasmodique je crois. Et vraiment banger, incroyable. Pour passer le bac, pour passer le permis voiture, le permis moto, nickel ce médoc. Donc voilà, le syndrome du côlon irritable, ça a été un peu facile, après j'en reparlerai plus tard quand on m'a vraiment expliqué ce que c'était. Mais à l'époque on m'en a pas trop parlé, on m'a juste dit oh c'est le côlon irritable, tiens antidépresseur, bim bam boum, c'est fini. Bref, et donc moi pendant tout ce temps, j'arrête mes traitements, je passe mon bac, machin, je commence à bosser. Et un jour, je vais chez ce médecin, que j'avais déjà vu, c'était le médecin de mon copain, et je vais chez lui, et je pleure. Alors déjà, c'est rare quand je pleure pas chez le médecin, mais là, je pleure vraiment, je lui dis j'en peux plus, je suis fatiguée. Vraiment, c'était mon dernier espoir parce que je voyais en lui la capacité de m'écouter et de m'expliquer. Et j'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer, et je lui ai dit j'en peux plus, j'ai mal, je suis fatiguée, je suis triste, je grossis, je n'en peux plus, je veux être écoutée, on me dit que c'est dans ma tête, on n'arrête pas de me répéter que c'est dans ma tête, et c'était hyper dur pour moi à l'époque, j'avais 20 ans, c'était en 2020 je pense, et vraiment ça a été un amour, il m'a dit non mais faut pas, les médecins ils veulent pas vous voir parce que vous savez, tous les mois vous revenez, tous les mois c'est pire, alors ça les démoralise, les médecins traitants maintenant ils veulent juste soigner des grippes, mais moi je vais pas vous laisser comme ça, on va refaire tous les examens et on va essayer un nouveau traitement, moi je vous laisse pas comme ça, s'il faut je serai un pitbull derrière vous mais je vais vous aider et tout, enfin vraiment un amour. Et effectivement on a refait tous les examens, il m'a conseillé un autre traitement, il m'a dit par contre il est pas remboursé, j'ai dit je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, je paye. Ça va, je payais 15 balles par mois le TCAPS. Et depuis 2020 ou 2021, je suis sous TCAPS, 100 microgrammes, et tout va bien. Ma TSH, elle va très bien. J'ai été régulée hyper vite. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu du bol, en fait, entre... Oh là, mais attendez, je vous dis 2020, mais non, c'est clairement 2021.
parce que c'était juste avant que je rencontre Val. Parce que je me souviens que justement, donc je prenais plus de traitement, et un jour, je sentais que ça allait pas. J'étais vraiment fatiguée au point que j'arrivais plus à tenir un verre. Enfin, vraiment, je sentais que c'était une fatigue qui était pas normale, et je me suis dit, putain, va falloir que je refasse une prise de sang, parce que là, ça va pas. Parce que j'avais déjà été voir ce médecin-là, et je lui avais dit que j'avais une thyroïdite, mais que je m'en occupais pas. On avait fait une prise de sang, on avait vu que tout allait bien au niveau de la TSH, et il m'avait dit, la maladie peut se mettre en dormance parfois, et vous laisser tranquille quelques temps. Donc tant que ça vous laisse tranquille, on touche à rien. Et donc j'avais touché à rien jusqu'à ce que je recommence à ressentir les symptômes, perte de cheveux plus, reprise de poids et refatigue extrême. Et du coup, bah là, il m'a dit, on va faire une prise de sang. On a fait la prise de sang, la TSH était pas bonne, la T3, la T4 non plus. Et là, il m'a dit, bah, on va tester le nouveau traitement. Et c'est là que j'ai testé le nouveau traitement et que depuis, tout va bien au niveau de mes analyses. Après, il y a eu des petites fluctuations, genre mon médecin traitant à Metz qui voulait me faire augmenter le TCAPS pour que je sois en légère hyperthyroïdie au niveau de la TSH, parce qu'en fait la TSH ne représente pas tout, et j'étais un peu élevée au niveau de la T3 et de la T4, et il voulait me mettre en hyperthyroïdie, donc en dessous du seuil sur la TSH, pour être dans la norme sur la T3 et la T4, bref. Un peu compliqué pour ceux qui n'y connaissent rien. Donc j'ai pris un peu plus de TCAPS pendant un temps, et quand j'ai déménagé et que je suis arrivée à Tarbes et que j'ai rencontré un nouveau médecin que je n'aime pas, je lui ai dit, et elle m'a dit c'est n'importe quoi, gna 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 gna. Elle a voulu que j'arrête de prendre le médicament le week-end ou je sais pas quoi pour réduire Toz, ma belle. Je vais grave continuer à faire ce que mon ancien médecin il m'a dit parce que c'était le best. Le best qui est parti en la retraite. Il est parti à la retraite vraiment genre un mois après que j'ai déménagé, je crois, c'était horrible. Bref, voilà pour la thyroïdite, ce que ça a fait, et où j'en suis aujourd'hui au niveau de la thyroïdite. Ça va, j'ai toujours mon traitement, je le prends tous les matins, j'oublie d'aller le chercher à la pharmacie, mais sinon tout va bien, je paye 15 balles par mois, 13 balles par mois, ça dépend. Voilà, c'est tout, c'est vraiment pas compliqué maintenant, enfin si c'est compliqué, mais j'ai grave appris à gérer. Genre, bah, des fois je suis fatiguée, bah je dors. Des fois j'ai mal, bah j'arrête de bouger. Des fois je perds mes cheveux à mort, bah je vais refaire une prise de sang pour contrôler. Et voilà, concrètement, ça se passe assez bien en ce moment, je suis bien régulée, donc je touche du bois, je touche du singe. Pour l'instant, ma thyroïdite, je la gère plutôt bien. Entre-temps, en 2019, j'ai eu le diagnostic du SOPK. Alors pourquoi? Parce que comme dit précédemment, en 2018, j'ai arrêté ma pilule qui était une pilule microdosée, donc je prenais Optimisette, et mes règles ne sont jamais revenues. Donc au bout d'un moment, tu te dis, haha, c'est rigolo, t'as plus tes règles. Oui, enfin, au bout d'un moment, c'est pas normal de plus avoir ses règles, Gabrielle. Donc, j'ai pris rendez-vous avec une sage-femme. C'était la première fois que j'allais voir un spécialiste gynécologique, enfin, une sage-femme ou un gynéco. Je prends rendez-vous avec ma sage-femme et je lui dis, bah écoutez, voilà, je voudrais me faire poser un stérilet parce que j'ai plus de contraception et c'est chiant les capotes, hein. Donc j'aimerais me faire poser un stérilet au cuivre, idéalement, je veux plus d'hormones. Mais par contre, j'ai pas mes règles. Elle me dit, oh bah quand même, c'est bizarre, on va faire une prise de sang. On va faire une prise de sang et une échographie. Donc elle me prescrit une prise de sang, elle me prescrit l'échographie. Moi je vais faire ma petite échographie à Metz, place de la Rep. N'allez pas là-bas. Ils me font... Oh putain, mais cette scène pour faire l'échographie à la Rep. La première fois j'y vais, elle me dit, faut avoir la vessie pleine. Je lui dis, bah j'étais pas au courant. La deuxième fois j'y vais, vessie pleine, dans la salle d'attente, j'étais à ça de me pisser dessus, mais vraiment au taquet, j'en pouvais plus. Votre vessie elle est pas pleine là. Ma belle, je peux pas faire mieux. Donc elle me demande de revenir une troisième fois, je reviens avec la vessie encore plus pleine, j'avais même pas fait pipi le matin en me levant, j'en pouvais plus. Pour qu'elle me dise que ma vessie n'est toujours pas pleine, j'avais envie de lui pisser dans la bouche. Et elle me dise, bah allez faire pipi, on va faire l'échographie en endovaginal, tant pis, pas le choix. Donc moi je dis, bah voilà, bah, fallait faire ça depuis le début en fait. Donc je vais faire pipi. Et elle m'insère, en fait, l'échographie, elle me la passe pas sur le ventre, elle me la passe à travers, enfin, dans le vagin, en fait. Et, et on parle, elle me fait l'échographie, et elle me demande pourquoi je fais une échographie. Et je lui dis, bah c'est parce que depuis que j'ai arrêté ma pilule, j'ai plus mes règles. Et là, la vieille peau qui me regarde, qui me fait, mais pourquoi vous prenez la pilule? Vous êtes tellement jeune, c'est pas un âge pour prendre la pilule. Non mais sérieux, vous êtes tellement jeune. Oh, je me suis retenue de la traiter de conne. Bref, voilà, je repars avec mes images, y a rien, bon, ok, moi je vais à mon rendez-vous avec la sage-femme, je lui donne les images, elle me dit, vous avez été où? Je lui dis, bah j'ai été place de la Rep. Elle me dit, oh non, mais eux, c'est vraiment des cons. Une fois, ils m'ont donné le cliché d'une patiente avec un stérilet, genre sur les images, la patiente avait un stérilet, alors que sa patiente n'avait jamais eu de stérilet de sa vie. Donc elle m'a dit, laissez tomber, eux, c'est des débiles, n'allez pas chez eux, allez faire une échographie ailleurs. Donc, je prends rendez-vous sur Doctolib avec le premier gynéco de Doctolib pour faire mon échographie. Grossière erreur, Gabriel. Si c'est le premier gynéco dispo de Doctolib, c'est que personne ne va chez lui. Il y a une raison.
Je vais à mon rendez-vous chez le gynéco, le gars me plotte, me regarde, enfin bref, dégueulasse. Il me fait l'échographie, il me montre sur l'échographe, machin, je sais pas quoi. Il me montre, il me dit, vous voyez toutes les petites bulles là? Je dis ouais. Il me dit rien de plus. Il me fait me rhabiller, puis il me dit, ouais, c'est bon, je vais pas vous emmerder avec des examens complémentaires, on va pas faire des prises de sang, etc. Je sais ce que vous avez. Je dis, bah nickel, super, trop bien, c'est pour ça que je suis venue, qu'est-ce que j'ai? Ah bah vous êtes juste grosse. Yes, c'était le 20 février 2019 et ça je m'en souviens très bien parce que c'est le jour où nous nous sommes pacsés avec mon chéri. Voilà. Donc le gars me dit ça, j'en ai marre, je me dis bah vas-y tant pis j'arrête, c'est pas grave. On va continuer avec les capotes. Non même pas, si je me suis dit tant pis j'appelle même pas la sage-femme pour lui raconter et tout, j'en avais marre. Et la sage-femme m'appelle d'elle-même. Un mois après, elle m'appelle et elle me dit mais... Oh plus que ça, 2-3 mois après, elle m'appelle et elle me dit mais je comprends pas... j'ai pas eu de vos nouvelles, est-ce que vous avez fait l'échographie? Donc déjà, quel sucre, quel amour. Elle s'est dit, mais attendez, elle je l'ai vue, mais elle devait faire une échographie, j'ai pas eu de nouvelles, je vais la rappeler, vraiment un sucre. Je me souviens, c'était la journée porte ouverte au lycée. Elle m'appelle, elle me dit, bah j'ai pas eu de nouvelles et tout, vous avez fait l'échographie. Donc je lui raconte, elle pète un plomb, elle me dit, mais c'est pas possible, c'est quoi ces incompétents, j'en ai marre, maintenant vous prenez rendez-vous avec telle personne à tel endroit, vous demandez ce médecin-là et vous faites l'échographie. Donc je vais faire l'échographie chez Feminae à Metz, et ça se passe très très bien. J'arrive, vessie, pleine à ras-bord. Le gars me dit, oh non, mais vous étiez pas obligé, vous pouvez aller aux toilettes et tout. Très gentil, je vais aux toilettes. L'homme, c'était un homme, hein, mais vraiment adorable, me fait l'échographie, me montre un peu ce qu'il y a à l'image et m'imprime les clichés. Et voilà, je vais chez la sage-femme. Et la sage-femme me dit, bah voilà, c'est le SOPK. Elle me dit, entre vos résultats d'analyse et l'échographie, c'est le SOPK. Si jamais ça vous intéresse, l'épisode de la semaine dernière porte sur le SOPK et on diagnostique le SOPK. Donc moi je dis, bon bah d'accord, ok, je m'inquiète pas plus que ça, je m'y intéresse pas plus que ça. Et je prends rendez-vous pour faire poser mon stérilet. Parce qu'au bout d'un moment, c'était ça de base le rendez-vous. Euh, et du coup, je me demande si c'est pas en 2017 que j'ai arrêté la pilule. C'est en 2017 que j'ai arrêté la pilule. Parce que ça faisait plus d'1 an que j'avais pas eu mes règles. Bref, comme je vous dis, je me perds dans la chronologie. On prend rendez-vous genre 1 mois plus tard parce qu'elle m'avait mis sous du faston pour que j'ai mes règles, pour poser le stérilet pendant les règles, même si c'était pas des vraies règles, histoire que le col de l'utérus soit un peu ouvert. On prend rendez-vous, enfin non, on prend pas rendez-vous, je prends le du faston et dès que j'ai mes règles, je l'appelle pour prendre rendez-vous. Et entre-temps, bah, je me renseigne un peu sur ce qu'est le SOPK et un jour je pète un plomb, je vais sur internet, chose à ne pas faire, mais en même temps, bah si. Et je découvre plein de trucs, je découvre le SOPK, je découvre le monde de l'infertilité, et je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et j'envoie un message à ma sage-femme et je lui dis je veux garder le rendez-vous, mais je veux pas faire poser le stérilet. Elle me dit ok, y a pas de souci, j'y vais. Franchement, mais vraiment, c'était un amour cette femme. J'ai parlé avec elle pendant au moins 1 heure en pleurs, à lui demander de m'expliquer ce que c'était, je comprenais pas et tout. Elle m'explique tout, elle m'explique l'infertilité, la PMA, comment ça marche, comment fonctionne le SOPK, pourquoi ça fait ceci. Enfin, vraiment, elle prend le temps de m'expliquer, de répondre à mes questions, de me rassurer, j'étais en pleurs et tout. Et à la fin, elle me fait même pas payer. Elle me dit, ben non, je vais pas vous faire payer pour juste avoir répondu à vos questions. Vraiment, cette femme, un amour. Dans le top 2 des médecins que j'aime, 3 des médecins que j'aime, il y a ma psy, cette sage-femme et mon ancien médecin qui est parti à la retraite. C'est tout. Il y a un top 3, mais c'est les seuls médecins que j'aime. Bref, donc voilà, et ça je vous en ai parlé dans les épisodes précédents, notamment celui sur le SOPK et celui qui s'appelle, je crois, C'est pour quand le bébé. Le diagnostic du SOPK, je ne l'ai pas bien vécu du tout, voire très très mal. J'étais dans un déni complet et en même temps dans une hyper-réactivité merdique, c'est-à-dire qu'il fallait absolument que j'agisse et j'avais l'impression que faire un bébé c'était le seul moyen d'agir. Je me suis lancée dans la PMA, c'était pas le moment, enfin bref, carnage, j'ai très très mal géré le diagnostic de SOPK parce que j'ai très très mal géré le diagnostic d'infertilité, c'est ça qui m'a vrillé la tête. Aujourd'hui, on est à plus de 5 ans plus tard, je suis toujours pas enceinte, je suis jamais tombée enceinte, j'ai toujours pas d'ovulation, j'ai toujours pas de règles, mais c'est beaucoup plus serein aussi, vraiment. Je sais pas si j'en ai parlé dans l'épisode précédent, mais c'est beaucoup plus serein. Je veux un enfant, hein, je veux être mère, vraiment. Je rêve de tomber enceinte, mais ça va. Je pense que si j'arrive jamais à avoir d'enfant, bah j'aurais manqué quelque chose dans ma vie et que ça me rendra triste et que bah voilà, je regretterai peut-être toute ma vie de pas avoir eu d'enfant. Mais je pense que je peux être heureuse même si j'arrive jamais à avoir d'enfant. Tu vois, je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine vis-à-vis de cette infertilité. Et encore une fois, j'ai pris du recul et j'ai grandi aussi, j'ai mûri. Tu vois, j'avais 19 ans, aujourd'hui j'en ai 24, je suis plus la même femme qu'à l'époque. Je me suis fait suivre par ma psy
qui m'a énormément aidée. Et voilà, j'ai soigné le diagnostic qui a été difficile. Et le dernier diagnostic que j'ai eu, c'est en mars 2023, on m'a diagnostiqué la fibromyalgie. Alors là, c'est pareil, ça faisait des années. En fait, je pense que plus l'errance médicale est longue, plus le diagnostic est douloureux. C'est-à-dire que j'ai galéré pendant des années. Moi, j'ai commencé à me plaindre de douleurs, j'étais au collège avant 2013. Donc 2011-2012, je commençais déjà à me plaindre de douleurs aux genoux et de douleurs aux hanches, à savoir qu'à l'époque, non, je n'étais pas grosse. Ma mère m'avait emmené voir le médecin, évidemment, on avait fait des échographies des hanches, radio des genoux, etc. Il n'y avait rien. Et on me disait que c'était parce que c'était dans ma tête et que je voulais me faire dispenser de sport à l'école. Donc on m'a jamais écouté sur mes douleurs. Et ensuite, j'ai commencé à grossir avec mes autres maladies. Et du coup, on a commencé à me dire que si j'avais mal, c'était parce que j'étais grosse. Et pareil, un jour, j'ai été voir mon médecin parce que c'était de pire en pire. Vraiment, je me souviens, 2020, fin 2022, début 2023, mais de pire en pire. Même pas fin 2022, hein, début 2022. Vraiment, parce que je me souviens d'un été où je me suis tapé une tendinite, entre guillemets, au genou. Mais pendant, je sais pas, 3-4 mois, quoi. Horrible. Et je vais chez le médecin une première fois pour la tendinite au genou. Enfin, il me diagnostique une tendinite au genou. La fois d'avant, il m'avait diagnostiqué une tendinite à la hanche, tu vois, une tendinite du nerf fessier ou je sais pas quoi. Et puis la fois d'avant, c'était encore une tendinite à l'épaule. Et puis après, c'était une tendinite au poignet. Donc pendant 2 ans, 1 an et demi, j'ai fait tendinite sur tendinite sur tendinite sur tendinite. Parce qu'à chaque fois que j'allais mal, que j'avais mal, j'allais chez le médecin et le médecin me diagnostiquait une tendinite, il me mettait sous anti-inflammatoire. Ça faisait pas forcément effet, je mettais des attelles, je mettais des crèmes, ça faisait rien. Et un jour, j'ai pété un plomb. Un jour, j'ai dit au médecin, j'en peux plus. Et il m'a dit, très clairement, il m'a dit, écoute Gabi, parce qu'il me tutoyait à la fin, il m'appelait Gabi. Il m'a dit, écoute Gabi, là, je sais plus. Il m'a dit, je sais plus faire, je sais plus gérer. On avait fait des prises de sang, etc. On avait fait des radios. Il m'a dit, maintenant, c'est plus de mon ressort, faut que tu ailles voir un rhumatologue. Euh, donc j'ai été voir un rhumatologue, j'ai pris rendez-vous chez une rhumato début 2023, premier rendez-vous en février 2023 je crois. Et moi je me souviens d'un rendez-vous justement avec ce médecin-là où je lui dis mais j'en peux plus, j'ai mal, je sais, je me vois lui dire je sais que c'est parce que je suis grosse mais il n'y a pas que ça. Et il m'a dit non mais Gabi si t'as mal c'est pas à cause de ton poids. Il m'a dit si t'as mal c'est parce qu'il y a quelque chose, c'est pas parce que t'es grosse. Et je vous jure j'aurais aimé l'enregistrer pour l'écouter encore me dire ça tellement ça m'avait fait du bien d'entendre ça. Et je vais chez la rhumato quelques mois plus tard, parce que bien entendu, t'as pas rendez-vous en 2 jours. Hein. Pareil, très très bonne rhumato, vraiment rue de Sar à Metz, un amour, elle était adorable. Elle me demande tous mes antécédents, patati patata, machin. Elle me fait faire une scintigraphie osseuse, elle me fait faire une prise de sang, et elle me dit par contre, s'il n'y a rien à la prise de sang, s'il n'y a rien aux échographies, s'il n'y a rien à la scintigraphie osseuse, c'est la fibromyalgie. Et moi, je savais ce que c'était la fibromyalgie, j'en avais déjà entendu parler, j'ai une amie qui en est atteinte, forcément, tu fais tes petites recherches sur Internet, et j'en étais à espérer ne pas avoir une fibromyalgie. J'en étais à espérer un syndrome des lèvres dans l'os ou une spondylarthrite ankylosante ou des trucs comme ça, tellement je ne voulais pas du diagnostic de la fibro. Et je fais les prises de sang, il n'y a rien qui vient à la prise de sang. Mais pareil, mon médecin m'avait dit, tu sais, si c'est pas une spondylarthrite, autre chose, une autre maladie, il me dit, mais ça peut être négatif aux prises de sang, mais positif en vrai. Enfin bref, donc je me dis, vas-y, te fie pas trop aux prises de sang, c'est le médecin qui va te dire, va faire la scintigraphie osseuse. Je vais faire la scintigraphie osseuse, l'examen se passe bien. Je sors, je lis le compte rendu, il n'y a rien à la scintigraphie osseuse. Il n'y a rien à la scintigraphie osseuse, j'ai déjà passé moult échographies et radiographies, j'ai fait moult prises de sang, il n'y a jamais rien. Donc quand je sors, vraiment j'avais été à Thionville faire la scintigraphie, je me souviens parce que c'est une amie qui m'avait dit va à Thionville et j'avais eu rendez-vous genre pour la semaine d'après, ou le lendemain, je sais plus, enfin vraiment incroyable. Je sors de là, j'ai le compte rendu qui me dit que j'ai rien à la scintigraphie osseuse et là je pleure, mais vraiment, je me vois sur l'A31 en train de pleurer toutes les larmes de mon corps en mode ok c'est ça. C'est forcément ça peut être que ça. Et je vais du coup, je retourne à mon rendez-vous chez la rhumatologue et elle me fait des échographies, le soir même, l'après-midi même, hein, parce que j'avais rendez-vous le matin pour la scintigraphie et l'après-midi j'avais rendez-vous chez le rhumato, j'avais réussi à tout prendre en même temps, j'étais trop contente. Et du coup, deuxième rendez-vous avec la rhumato et elle me dit, voilà. Elle me dit, c'est un syndrome fibromyalgique, je peux rien faire de plus, c'est pas moi qui vais gérer. Il faut que vous alliez en centre antidouleur ou voir un neurologue parce que c'est une maladie neurologique, entre guillemets. Je peux rien faire pour vous, bonne journée, au revoir. Bon ok. Et ça a été très 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 dur parce qu'en fait, ce qui était compliqué pour moi, c'était d'admettre qu'il n'y ait pas de... En fait, le problème de la fibromyalgie et du diagnostic de la fibromyalgie, c'est que c'est un diagnostic poubelle. La fibro, c'est un diagnostic qui marche par élimination.
Donc quand t'es sûr que c'est pas une spondylarthrite, un syndrome des lèvres dans l'os, etc., etc., quand t'es sûr que c'est rien de tout ça, tu diagnostiques la fibromyalgie. Et du coup, bah, tu sors de là sans aucun remède, sans aucune réponse. Personne ne sait t'expliquer ce que c'est comme maladie, parce que c'est trop récent, c'est pas étudié depuis assez longtemps, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça agit, on ne sait pas comment ça se soigne, on ne sait pas comment ça s'atténue. Et donc je sors de là avec un diagnostic qui ne me sert à rien. Ça fait des années que je souffre, des années que je suis en errance médicale totale, et le diagnostic ne me sert à rien. On peut même pas me dire mettez du froid, prenez de la codéine, faites des massages, mettez des attelles. Il y a strictement rien à faire. C'est dans ta tête. Et vraiment c'est horrible parce qu'on me l'a tellement répété que c'était dans ma tête qu'au moment où elle me dit c'est une maladie neurologique, ouais ok bah c'est dans ma tête en fait. Et techniquement c'est ça, c'est ton corps qui sait plus gérer les messages de douleur, qui inventent des messages de douleur, qui augmentent des messages de douleur au niveau des nerfs, et en fait tu as une douleur qui n'existe pas. Parce que ton cerveau il déconne. Bon bref, ils avaient tous raison, c'était dans ma tête, il y a rien. Il y a rien, c'est la fibromyalgie, c'est dans ma tête, c'est le cerveau qui déconne, c'est les nerfs qui déconnent, il y a rien à faire. Et ça c'était destructeur pour moi parce que je voulais qu'on fasse quelque chose. Je voulais que j'étais prête à tout, qu'on m'opère, je sais pas, qu'on me charcute, qu'on me mette des plâtres, n'importe quoi. Vraiment tout, mais qu'il y ait quelque chose à faire et pas ce regard de la part de la rhumato qui me dit bah voilà. Alors tu vas pas en mourir, hein, c'est pas une maladie grave, c'est peut-être même pas une maladie dégénérative, on sait pas trop, mais par contre, il y a rien à faire. Donc en fait, retour à la case départ, t'as mal, c'est bien, les gens savent que t'as mal, tu peux expliquer pourquoi t'as mal, les gens t'écoutent quand tu leur dis que t'as mal, certains, mais c'est tout, ça s'arrête là. Et ça a été très très compliqué, et je me souviens qu'à l'époque, je me disais, mais c'est bon, Gabriel, c'est que la 5e maladie qu'on te diagnostique, t'es plus à ça près, maintenant t'as l'habitude. Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, je l'ai très très mal vécu, parce que c'est vraiment le... En fait, à chaque diagnostic, tu dois faire le deuil de ta bonne santé, et t'es en colère. Vraiment, j'ai été très 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 en colère. Je crois que la colère, c'est ce qui ressort le plus. J'ai été extrêmement en colère contre mon corps, je lui en voulais. J'étais en colère contre le monde entier parce que putain, mais je veux pas être malade, je voulais pas. J'ai eu énormément de déni, je ne voulais pas accepter le diagnostic. Et je pense que je suis enfin passée dans l'acceptation parce que ça va mieux. Que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement. J'en veux moins à mon corps, je m'écoute beaucoup mieux, je suis beaucoup plus à l'écoute et du coup ça va mieux. En ce moment, franchement, j'ai eu l'accord de mon médecin pour reprendre le sport. Je m'écoute quand je suis fatiguée, quand j'ai mal. J'ai fait mon dossier MDPH et j'ai eu une réponse. J'ai eu une réponse. Mon dossier passe en commission début novembre. Donc j'ai très très hâte, mais normalement ça s'annonce positif. Et ça fait... J'ai l'impression que c'est un peu l'aboutissement de tout ça, de 10 à 15 ans d'errance médicale, pour qu'il y ait enfin quelqu'un qui me reconnaisse et qui me dise oui, tu souffres, oui, t'es handicapé, oui, t'as mal, oui, c'est difficile, on le sait, et on va t'aider. Même si on peut pas m'aider physiquement contre les douleurs, on peut m'aider pour le reste. Et vraiment, c'est un soulagement. Et je pense que c'est pour ça que psychologiquement ça va mieux. Et si psychologiquement ça va mieux, forcément physiquement ça va mieux aussi. Parce que forcément dès que t'es triste, dès que t'es stressé, dès que t'es fatigué, ça joue sur le corps. Et puis t'es tendu, t'es irritable. Et vraiment je sens qu'en ce moment ça va, je m'écoute, je me fais confiance. Et c'est beaucoup mieux, mais ça a mis des années. Ça a mis des années avant d'aller mieux. Donc les diagnostics des maladies, c'est toujours compliqué. J'espère qu'on ne m'en diagnostiquera plus jamais. Voilà. Je touche encore du singe et du bois. C'est jamais facile le diagnostic d'une maladie. Voilà. Pour mon parcours de santé, j'en suis là. C'est pas vrai, j'en suis pas là parce que je sors de chez l'endocrino, je vous ai fait une petite vidéo sur TikTok. Je sors de chez un nouvel endocrinologue parce que j'ai enfin porté mes couilles pour aller chez l'endocrino. Et j'ai pas aimé mon rendez-vous. J'ai pas envie d'en parler parce que je suis encore un peu triste et énervée, mais j'ai pas aimé le rendez-vous, mais je suis en pleine phase de rediagnostic. Je viens de faire des analyses d'urine, je vais faire plusieurs analyses sanguines et je vais retourner voir cette endocrino parce qu'elle veut écarter d'autres maladies qu'on n'a pas encore écartées. Je suis en train d'essayer un nouveau traitement qui ne me plaît pas, que je n'ai pas envie de prendre, mais il faut. Et comme je vous en ai parlé dans un précédent podcast, je vais bientôt retourner voir une gynécologue spécialisée. Donc maintenant que je suis apaisée au niveau de l'acceptation de mes diagnostics, repartons sur autre chose de moins apaisant. J'espère avoir répondu à toutes les questions, je pensais pas parler autant, je pensais que ça irait très vite et finalement j'ai pas mal parlé. Voilà, donc c'est ma vie avec la maladie, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va.
Demain ça ira peut-être pas, hier ça allait peut-être pas. Mais aujourd'hui, au moment où je filme, ça va. Il est 18h30, je pars à l'impro, je suis hyper contente. Mon chéri il est à la maison. Et puis voilà, faut essayer de voir le positif, hein. Le positif attire le positif comme on dit, donc on va essayer de faire ça pour l'instant en attendant les résultats des examens. Comme d'habitude, si tu as envie de m'envoyer un message, n'hésite pas à le faire. Si c'est pour me dire de prendre du CBD ou d'aller voir une naturopathe, je sais, j'ai pas envie, donc t'es pas obligé. Mais si t'as des questions, si tu veux me faire part de ton témoignage ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta ou par mail, évidemment, je réponds toujours. Je réponds pas toujours tout de suite, mais je réponds toujours. Merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de mon podcast, j'espère qu'il t'a plu et que ça a répondu à tes questions. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles.